Bonjour Xavier, Salut Guillaume. ravi de t'accueillir sur ce tout nouveau format. C'est qu'on lance cette chaîne YouTube, on appelle Décomplexe. On essaie d'inviter des experts tels que toi, des investisseurs aguerris. On va revenir un petit peu sur ton parcours et puis on essaie de rendre accessible cette connaissance. Parce que le monde de l'investissement, de la finance, ça peut paraître assez complexe pour le néophyte et même pour celui qui est moins néophyte. Il y a quand même beaucoup de sujets et j'avais à cœur de t'inviter parce que tu es pour moi un des investisseurs qu'on pourrait dire professionnels, pas institutionnels, mais professionnels, qui tu as une chaîne YouTube que je dévore à chaque fois que tu sors une vidéo et tu es connu pour être un investisseur qu'on appelle quality, stock picker quality, pas que, parce que tu fais aussi de la gestion indicielle. Si vous cherchez une plateforme sérieuse pour investir en bourse, je vous parle aujourd'hui de Saxo Bank. Partenaire de cette vidéo, Saxo, c'est le leader de la bourse en ligne avec plus de 1,4 million de clients dans le monde. C'est un courtier historique qui est présent depuis 1992, régulé et agréé en France. Et avec Saxo, vous accédez à plus de 50 places boursières, 23 000 actions, 7 400 ETF, le tout avec des frais parmi les plus compétitifs du marché. Pour bien démarrer, 500 € de frais de courtage offerts si vous ouvrez un compte via le lien en description. C'est la plateforme que j'utilise personnellement avec mon compte titre perso, pro, un PEA, et c'est la plateforme que je recommande. Question, comment aujourd'hui, si je suis néophyte, comment je vais pouvoir me créer un portefeuille en bourse diversifié, d'actions de qualité qui va me permettre peut-être de traverser des temps mouvementés. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Tu es un ancien trader, toi tu as une formation académique en finance ? Exactement, et Ouais. c'est ça qui m'a amené au trading. C'est-à-dire que bizarrement, je ne suis pas allé dans cette formation d'économie, donc j'ai un master de finance à Lyon. Je n'ai pas pris cette formation pour devenir trader. Je voulais aller dans l'armée, bref, rien à voir. Okay. Et c'est cette formation qui m'a donné le goût. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que j'ai eu des cours de macroéconomie, j'ai adoré ça c'était surtout les premières années. Et puis des cours d'analyse financière, de marché, etc. C'était une formation, c'était dans un master, c'était Oui, master banque finance à Lyon. Et ça m'a donné la passion des marchés financiers. Okay. C'est pas que ça. C'est là que tu t'es fait piquer. Mais c'est là, complètement piqué. Et c'est là aussi où je me suis dit, oups, j'ai pas pris le bon diplôme pour être trader. Mais bon, ça c'est okay. Comme ça. Alors que ça correspondait bien pour faire le concours de l'école militaire Saint-Cyr, qui était la raison pour laquelle je m'étais inscrit dans cette fac. Et puis au final, même si j'ai étudié la finance, c'est ça la beauté des salles de marché depuis très longtemps, c'est qu'il ne faut souvent pas faire des études de finance pour finir trader, il faut surtout faire des études d'ingénieur. Donc ça a été un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu... Et donc de cette formation, comment tu bascules dans le trading alors j'ai cherché de manière standard, c'est-à-dire fait la classique, envoyer des CV, etc. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc je me suis retrouvé par défaut dans une boîte qui fait de la consolidation des comptes, une filiale de PwC à l'époque. Donc voilà, j'ai pas beaucoup appris honnêtement. C'était un boulot de consultant. Bref, c'était pas génial. Mais je m'en suis sorti assez rapidement au bout de quelques mois. Parce qu'un ancien de mon master, qui était chef d'un desk de trading sur obligations convertibles, a posté une annonce. Donc j'ai répondu à cette annonce. J'ai fait un entretien qui s'est super bien passé, mais le head de la salle des marchés, c'était la salle des marchés dérivés actions, donc très technique. Donc déjà, devenir trader avec un master de finance lyonnais, c'est pas facile. Ouais. Mais alors là, dans des boulots aussi techniques... Il y a quand même encore la culture de la grande école, la culture du diplôme. Plus qu'à grande école, ingénieur. Top ingénieur. Ouais. Voilà. Donc c'était Centrale X, donc beaucoup de centraliens, aussi des polytechniciens, d'autres après, d'autres écoles. Mais c'était quand même, d'autant plus que comme c'était des produits dérivés, donc très complexes, et je le comprends tout à fait, il fallait des profils comme ça. Donc je n'ai pas été pris, mais on m'a dit ce qu'on dit souvent aux personnes qu'on refuse, c'est-à-dire j'ai bien aimé ton profil, je vais faire circuler ton CV dans la salle de marché. Le truc auquel j'ai absolument pas cru, sauf que effectivement, un mois après, on m'a rappelé pour dire... Il paraît que un tel a bien aimé ton profil. J'ai passé des entretiens. J'ai été pris sur un desk qu'on appelait arbitrage sur fusion-acquisition, qui a basculé en event-driven, situation spéciale, appelle ça comme tu veux. C'est toutes les situations que les gérants de fonds classiques ne veulent pas affronter. Ok, comme par exemple donc, quand on parle fusion-acquisition, donc c'est classique, une OPA, exactement, rapprochement, augmentation de capital, faillite,
tu vois ce qui s'est passé sur Orpea par exemple, où il y a un événement, une situation spéciale qui fait que tu sors du cadre qu'on a du cadre habituel. Ça peut être des soupçons de fraude, etc. Donc tous les gérants sortent. Il y a quand même un sujet de gestion de crise en fait très régulièrement sur ce genre d'événement. Oui, en fait c'est surtout que tu dois analyser à fond un dossier. Voilà. Et ce dossier, tu vas le garder en portefeuille de 1 jour à 6 mois. On va dire, en fonction. Donc, la plupart des gérants, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent des boîtes qui suivent sur le long terme, etc. Et surtout pas étudier, je ne sais pas, les actifs immobiliers d'Orpea pour savoir si elles cotent en dessous de sa valeur intrinsèque. Ils vont pas faire ça, ça ne les intéresse pas. Donc, voilà, beaucoup de fusions-acquisitions. Avec le temps, parce que ce qui n'est pas facile sur les marchés financiers quand on est trader, c'est qu'on ne doit pas battre le marché. C'est un peu plus dur que ça, c'est-à-dire qu'on doit avoir un rendement absolu, un absolute return. C'est-à-dire qu'on doit gagner de l'argent que les marchés montent ou baissent. Même quand on investit comme moi sur les actions. On n'est pas sur une logique long terme. On n'est pas sur une logique. D'ailleurs, c'est des positions qui sont très courtes, c'est des positions qui sont en termes de durée ou d'horizon. Moi, c'était plutôt semaine-mois, on va dire. Voilà, maximum 6 mois. Parce qu'il y avait beaucoup de fusions, acquisitions de choses comme ça. Et j'ai énormément appris, mais c'est devenu de plus en plus compétitif comme milieu. C'est ça qui est dur en trading, c'est que quand je suis arrivé, il y avait des grosses marges sur certains dossiers qui ressemblaient plus à de l'arbitrage, on va dire. Et avec le temps, les marges se sont réduites, c'est devenu plus compétitif. Donc à chaque fois, on cherche de nouvelles manières de gagner de l'argent. Donc j'ai basculé sur le trading algorithmique en partie et en gardant de l'event driven. Donc là, j'ai beaucoup appris. Énormément appris sur les marchés, sur la notion de dark pools, d'exécution, des détails d'exécution qui font qu'un modèle algorithmique, c'est-à-dire que le trader ne prend absolument pas la décision, il a juste développé... Donc il a développé un algorithme qui, selon des règles ou selon des situations, il screen les marchés, j'imagine, et il y a un moment, il va y aller. C'est ça, c'est exactement ça. En général, avec des ordres qui sont... Là, pour le coup, on passe de semaines, mois de détention à quelques jours, quelques heures, quelques secondes. Moi, je n'étais pas dans du trading haute fréquence, mais j'avais des amis qui le faisaient à côté, donc moi, j'étais un peu plus long terme que ça. Mais c'est un autre monde qui est passionnant. De quelques heures, de quelques jours. Et pour le coup, d'avoir une vraie formation, de savoir analyser une boîte, de savoir comment ça marche, par rapport à des gens qui sont extrêmement doués, mais qui ne savent pas trop comment fonctionne une entreprise, j'ai eu une valeur ajoutée, je me suis découvert une valeur ajoutée parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement bons pour coder, pour trouver des algos, mais parfois, par exemple, je prends un exemple bête, mais si plus une valeur monte, plus tu vas la vendre à découvert, et plus elle baisse, plus tu vas l'acheter. Dans des modèles de ce type-là, tu peux te retrouver à avoir des rumeurs d'OPA, par exemple, et à vendre à découvert de plus en plus une entreprise jusqu'à ce qu'il y ait une OPA, donc l'entreprise va bondir de 30% et tu vas te retrouver avec une grosse perte. Donc moi, je pouvais aider certaines des personnes sur le desk en disant, voilà toutes les boîtes qui sont OPables, voilà avec des risques de rachat, voilà la rumeur qu'il y a sur telle autre de faillite, etc., pour pouvoir les sortir des modèles. Donc voilà, moi j'ai toujours... Ça c'était à rajouter, parce que quand on fait du trading, est-ce qu'on n'est pas un peu déconnecté en fait de la valeur intrinsèque, de l'approche un peu fondamentale, de l'analyse d'une société, de ce qu'elle vaut vraiment? Est-ce que ça nous intéresse d'ailleurs? Alors ça dépend, il y a plein de types de trading. Pour moi, oui, ça m'intéressait, parce que par exemple, s'il y a une fusion-acquisition qui est annoncée, et on ne sait pas encore si elle va se faire ou pas, moi j'ai besoin de savoir déjà quels sont les termes du contrat. Donc il faut lire les contrats qui sont très longs, il y a peut-être des clauses dedans, de résultats, etc. Il y a des risques antitrust. Donc risque antitrust, ça demande des analyses poussées, voire même payer des cabinets d'avocats américains par exemple pour savoir, avec des gens qui ont travaillé au DOJ par exemple, au département de la justice américain qui parfois prend ces décisions, donc des gens qui sont au cœur là-dedans pour nous aider à savoir si ça va passer en termes d'antitrust ou non. Est-ce que par exemple si c'est dans la pharmacie, peut-être que la fusion va dépendre d'une approbation de médicaments. Donc tout ça, oui, on est vraiment dans moi ce que je faisais, on est vraiment dans du fondamental très spécifique. Mais j'ai fait aussi de l'algorithmique, où là, on n'y est pas du tout. Et très souvent, on est sur des modèles qui sont basés que sur les prix. Que sur les prix. Donc, on essaie de détecter des irrégularités de marché, des anticipations. Des écarts, souvent des aberrations d'écart de prix, deux entreprises qui se ressemblent beaucoup. Visa, Mastercard, il y en a une qui annonce des résultats qui prend 10% et l'autre n'en prend que 4%. Parce que ces résultats sont la semaine prochaine, par exemple. Sauf que la probabilité que ces résultats soient à peu près équivalents à ceux de Visa et qu'elles montent aussi des 6% qui restent la semaine prochaine,
on peut considérer ça comme une anomalie de marché, mais ça demande des études statistiques. Donc, et avec un objectif, donc, c'est de maximiser ce absolute return. Exactement. D'autant plus que moi, j'ai fait ça dans la décennie des années 2000, en gros, donc avec un marché baissier. Ouais, donc tu as vécu le 2008. Donc j'ai vécu le 2008, exactement, c'est ça qui m'a fait arrêter. Okay. C'est ça qui m'a fait arrêter. J'étais à Londres à l'époque, j'ai commencé à Paris, je suis passé à Londres Pourquoi ? Parce après. que tout s'est écroulé ou toi, tu avais envie de faire autre chose ? Non, parce que j'ai vu que les marchés n'allaient pas... J'avais envie de faire... C'est le double, en fait. J'avais envie de faire autre chose, mais ce sont des métiers qui payent beaucoup. Je ne vais pas te l'apprendre. Bien sûr. Donc, j'étais dans cette cage dorée. Tu sais, on parle beaucoup pour tous les gens qui veulent devenir indépendants financièrement, etc. Et puis, j'avais envie de partir de ça. Je voulais partir du monde de la finance. Je ne savais pas encore à quelle fois c'était une passion. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, je me disais, je ne veux plus en entendre parler. Et puis, je voyais, il y a plein de signaux. On était mi-2008, c'était avant Lehman Brothers, etc. Mais il y avait plein de signaux qui montraient que ça n'allait pas. Moi, d'un point de vue, ce qu'on appelle PNL, c'est-à-dire mon compte de perte et profit, j'étais encore légèrement positif. Donc, ce n'est pas ça qui m'a fait partir. Mais je voyais bien qu'autour de moi, c'était la catastrophe. Je voyais des desks qui perdaient des dizaines de millions d'euros. Je voyais que c'était de plus en plus tendu, qu'on nous disait un jour, il ne faut plus traiter avec Morgan Stanley parce qu'ils ont apparemment des problèmes de liquidité. Le lendemain, c'était Lehman Brothers. Après, c'était Bear Stearns. Après, on sentait que ça n'allait pas très bien. Donc, je me suis dit, c'est le moment de faire autre chose. Voilà, exactement. Et puis, je suis parti de Londres à Genève pour basculer dans la banque privée et surtout, ne plus entendre parler des marchés financiers et surtout ne plus avoir une performance qui dépend de la chance. Parce que c'est ça que j'ai compris avec une petite... Oui, au final, tu crées des algorithmes où pour essayer de mettre la chance de ton côté, mais ça reste quand même un petit peu le casino. Hyper aléatoire. Ouais. Et surtout, j'aime pas cette notion de casino en bourse, mais en fait, elle est vraie dès qu'on parle de court terme. Donc les rendements boursiers à la journée, c'est une chance sur deux. Ça monte ou que ça baisse. On arrive à l'année, on bascule déjà sur du peut-être 55-45. Donc 55% de chance c'est à peu près 55% de chance qu'une action monte, 45% qu'elle baisse. Et plus on poursuit comme ça la durée de détention, plus ça joue en notre faveur. Mais point super important soulevé par Xavier sur la durée de détention qui diminue le risque intrinsèque à un investissement et qui marque une vraie différence entre le trading et l'investissement. Regarde ce petit graphique. Ce petit graphique, la source c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui nous a sorti ça et qui nous explique sur l'univers d'investissement de la Bourse de Paris. Donc le CAC All Tradable, les 250 plus grandes capitalisations boursières à Paris de 1950 à 2022, qui explique qu'en fonction de la durée de détention, le temps où on va garder les actions sans jamais les revendre, quelle va être la performance moyenne annuelle qu'on va avoir. Et ici, on parle de rendement réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation. Petite subtilité. En gros, comment on peut lire ce graphique ? Si on regarde un horizon de placement de 3 ans, donc j'achète au 1er janvier de l'année 2025, je ne revends pas avant le 1er janvier de l'année 2028, je les ai gardés 3 ans. La performance annuelle maximum que je vais pouvoir avoir en moyenne sur ces 3 années, c'est 35% sur la période de 1950 à 2022. Les pires années où les marchés vont baisser, je vais avoir une performance de moins 18,4%. Mais regardons ce que ça donne si on augmente la durée de détention. Si on augmente la durée jusqu'à 20 ans, donc je garde pendant 20 ans mes titres, la performance annuelle moyenne au maximum que je vais avoir sur cette période-là, ça va être du 10% par an, alors que le rendement minimum que je vais pouvoir avoir sur ces 20 ans, c'est moins 2,4% par an. Ça reste négatif, mais ça reste beaucoup moins important en fonction de la durée de détention. Plus la durée de détention est courte, plus le risque prix est important. Plus le rendement potentiel est élevé également. Les traders vont plutôt se concentrer sur des horizons de détention très courts, alors qu'un investisseur va aller vers des horizons de détention très longs. Et qu'est-ce qu'on observe ? Sur une durée de 30 ans, on ne perd pas d'argent. Sur cette période de 1950 à 2022, sur le CAC All Tradable, sur plus de 30 ans, le rendement minimum est supérieur à 0%, donc on ne perd pas d'argent sur une durée de détention longue. Là, on est sur l'univers de la Bourse de Paris, il existe le même graphique sur le S&P 500 avec les mêmes conclusions. Évidemment, en tant que trader, ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande. Oui, il n'y a pas un horizon de 20 ans, de 30 ans, comme peut avoir l'investisseur long terme. Exactement. Et ce problème d'absolute return, de gagner de l'argent, que les marchés montent ou baissent, parce que je ne peux pas dire le marché a baissé donc j'ai perdu. Parce qu'on va me dire oui, mais tu as le droit de vendre à découvert, tu as accès à des options.
Tu peux vendre des futurs, voilà. Donc c'est pas un produit dérivé. Exactement. Donc c'est pas une excuse. Le fait que les marchés baissent, pour un trader, c'est pas une excuse. Ça l'est pour un gérant de fonds. Et donc tu bascules en banque privée. Qu'est-ce que tu fais en banque privée? Alors en banque privée, je pensais avoir pris une planque. C'est-à-dire que je suis allé chez HSBC Banque Privée à Genève et je gérais une petite équipe qui serait considérée dans le middle office, c'est-à-dire pas dans ceux qui passent l'ordre, qui gèrent, etc. Mais qui est... le back-office, c'est ceux qui vont enregistrer les transactions, etc. Donc j'étais dans une de ces équipes-là. Et puis ça s'est très bien passé avec le management sur place. Il voulait que j'apporte un côté justement, ce qu'on appelle front office, marché financier dans ces équipes-là. Et avec les années, j'ai géré une équipe, puis 2, puis 3. Et puis après, j'ai géré 5 équipes, 6 équipes, en rajoutant à chaque fois les opérations sur titre, tous ceux qui gèrent les dividendes, les fusions-acquisitions, etc. D'un point de vue back-office, le côté métaux, l'or, tout ça qui sont stockés par les clients. Enfin, à chaque fois, à rajouter des équipes. Donc, je suis devenu manager. En gros, mon boulot, c'était de manager des gens. J'avais plus d'une centaine de personnes à gérer, jusqu'à 150 à peu près. Mais il ne faut absolument pas compter comme ça. C'est bête, ça fait vraiment le manager à l'ancienne. Mais pour dire que voilà, mon travail, c'était de... Oui, c'était plus de gérer les projets, les gens... Beaucoup d'aspects réglementaires, avec toutes les réglementations qui sont tombées après 2008. Ça a beaucoup changé. J'étais en Suisse, donc en Suisse, pareil, énormément de ménage à faire dans les comptes, puisqu'il y avait un changement total de philosophie. Il fallait virer, complètement. Il fallait virer tous les comptes qui étaient là pour de mauvaises raisons, pour des raisons de fraude fiscale, de cacher de l'argent qui n'aurait pas dû être... C'était une secousse quand même 2008 dans le monde de la finance qui a à la fois secoué les marchés. Il y a eu plusieurs années avant de s'en remettre, mais aussi qui a structuré toute une réglementation européenne, je sais, j'imagine aux États-Unis aussi, mais sur les questions de solvabilité, etc. Exactement. Qui fait que, ça, je pense, dans le monde de la finance... C'est fou, le nombre de réglementations, ça va de Bâle à MiFID en Europe, des réglementations du type Dodd-Frank Act aux États-Unis, etc. Il y a énormément... EMIR, pareil, en Europe. C'est complètement fou à mettre en place. C'est ce qui, à mon sens aussi, rajoute beaucoup de complexité à ce monde de la finance, qui fait qu'en plus, on aime beaucoup les acronymes, les MiFID, etc. On s'y perd complètement. Et c'est vrai que pour l'investisseur particulier, non pas qu'il a nécessairement besoin de connaître ce genre de réglementation, mais ça participe à l'obscurantisme qui peut régner autour de ce monde de la finance et qui ne donne pas envie de s'y mettre. Mais tu as basculé du côté professionnel pour devenir aujourd'hui, j'ai envie de dire particulier, tu l'as toujours été, mais je veux dire indépendant et devenir, c'est pour ça que je disais investisseur professionnel, parce que c'est l'image que j'ai de toi, c'est de sortir cette casquette de trader pour avoir plutôt une casquette d'investisseur. C'est quoi la différence pour toi? Alors, dans ma tête, je suis passé investisseur particulier quand j'ai quitté le trading. Parce que je suis devenu finalement un cadre de la finance standard, entre guillemets. J'avais un bon poste, j'étais très bien payé, on sait que la Suisse paye bien, j'avais un bon poste, etc. Mais je suis malgré tout passé pour moi, dans ma tête, du côté je suis un cadre de la finance qui a un bon revenu, mais après mes investissements, j'ai plus cette notion de mon boulot dépend de ma performance boursière. Et au bout de quelques années, à l'approche de la quarantaine, on va dire, je me suis dit j'en ai marre, le costume cravate, tout ça, c'est pas pour moi, même avoir un chef. Bon. Et je me suis dit, j'ai regardé mon patrimoine, je me suis dit j'ai un bon patrimoine. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu as atteint ce que tu pourrais estimer un niveau d'indépendance financière. Voilà, pour moi, c'était atteint. Largement, dans le sens où je pense qu'on peut faire ce que j'ai fait avec moins. Et puis, je me suis posé avec ma femme. C'est des décisions de famille, ça, c'est pas juste tout seul dans son coin. Donc, on s'est posé et puis on s'est dit, voilà, on a une résidence principale qui vaut très cher parce qu'elle est très grande. Elle est à 500 mètres de la frontière suisse, donc ça vaut cher. On a une résidence secondaire à tel endroit, dans une station réputée des Alpes. On a des comptes boursiers, on a tout ça. Est-ce qu'en réarrangeant tout ça, c'est-à-dire en n'ayant pas une grosse partie dans la résidence principale, mais en prenant quelque chose de plus standard, etc. Est-ce qu'en réarrangeant tout ça, on ne peut pas vivre de notre patrimoine? Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est parti et en gros, on a divisé le patrimoine en deux. On a une partie immobilière, location courte durée, type Airbnb, pour que tout le monde comprenne bien, dans une zone touristique au bord de l'océan. Ça, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Ok.
Voilà. Donc ça, c'est tranquille, ça me fait vivre et bien vivre, vu que ça me permet de mettre de côté. La partie immobilière. Ouais. Je vis de ça aujourd'hui. Enfin, ça fait même plusieurs années, depuis que je suis parti, que je vis de mon immobilier. On te connaît comme l'investisseur boursier, mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, les sources de revenus, en fait, elles sont issues de ton patrimoine immobilier. Donc, quand on parle de patrimoine, on parle généralement d'allocation d'actifs. Tu n'es pas 100% bourse. Exactement. Il y a Exactement. de l'immobilier. Après, j'ai quand même beaucoup de bourses. Ouais. J'ai beaucoup de bourses. Et l'avantage que j'ai, c'est pour ça que c'est quelque chose, c'est important pour moi d'être transparent parce que j'ai une approche, quand je dis que j'ai une approche long terme, c'est une vraie approche long terme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont dit, des amis que j'avais à l'époque, un peu du milieu de la finance, quand je suis parti, qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne mets pas tout en bourse, c'est ton truc, tu es un spécialiste de ça, etc. Et moi, je me connais, c'est une question de personnalité aussi, d'argent. C'est-à-dire que j'ai considéré que je n'avais pas assez pour être vraiment tranquille avec un portefeuille boursier. Juste, tu prends les dividendes et tu vis largement. Ça ne marchait pas. Les chiffres ne marchaient pas. Pareil ici, à avoir un assez gros patrimoine, en gros. Ça marchait largement avec l'immobilier. Donc en fait, c'est que tu arrives à avoir un rendement du capital supérieur aujourd'hui sur l'immobilier que tu ne pourrais l'avoir sur la bourse ? Oui, oui, mais pour une raison simple, c'est qu'il y a, ça crée beaucoup de soucis, on va dire. Pour moi, c'est ça. Quand on gagne de l'argent, en général, c'est qu'on gère des problèmes. Donc là, j'ai des problèmes à résoudre. J'essaie d'automatiser au maximum, que ce soit les messages, la gestion des équipes de ménage, sur etc. La partie immobilière. Donc, sur la partie immobilière, il y a toujours un petit peu de travail. Mais il y a toujours l'histoire du passif. Sur l'immobilier, c'est rarement le cas. Exactement. Donc, il n'y a pas de secret. Si mon immobilier est plus rentable aujourd'hui, parce qu'on peut parler, je sais pas, disons 15%. Après, si on enlève des frais, on tombe peut-être plus à 12. Mais avec une régularité métronome, ça tombe tous les mois, alors surtout les mois d'été, mais même toute l'année, ça tombe, etc. Moi, je dors bien la nuit. J'aurais tout en bourse et je me dirais, il faut que je retire de quoi vivre moi, ma famille, ma retraite. Parce que moi, j'ai arrêté je cotise quasiment plus pour la retraite. Donc, il y a tout ça. C'est vrai que c'est un ensemble. La gestion de patrimoine, ça reste une charge au bout d'un moment de dire, OK, on a un patrimoine, comment je fais pour l'opérer viennent énormément de questions. Énormément de questions de diversification, énormément de questions de gestion, énormément de questions peut-être de transmission aussi demain. Bien sûr. Tout ça, c'est des vrais sujets. Ça reste des bons problèmes. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est bien de le dire aussi, mais ça reste des bons problèmes. Je ne me plains pas du tout. Ouais. Et le fait d'avoir fait ça, en fait, je ne me rendais pas trop compte au début. Mais maintenant, je réalise que d'avoir sorti ce problème de « je dois me trouver de quoi me payer », ça me donne une liberté du côté bourse qui est dingue. Vraiment, quand je dis, je pense que les gens qui me suivent voient bien que je ne suis pas stressé. Vous pouvez regarder mes vidéos pendant le Covid. Tu es capable de tenir ton horizon long terme, en fait. Je connais. De la volatilité. Exactement. Donc, il n'y a pas de souci. Je connais les entreprises que j'ai en portefeuille. Pour la partie ETF, je connais bien comment fonctionnent les marchés. Donc, je ne suis absolument pas stressé. Et donc, je n'ai pas les émotions qui vont sonner à ma porte pour me dire, il faut vendre, attention. Parce que si j'avais tout mon patrimoine en bourse, en plein Covid, puisque je suis devenu indépendant juste avant avant le Covid, je me demande comment j'aurais réalisé. Parce que là, j'étais très zen pendant le Covid. J'étais très, très zen. J'étais juste frustré de ne pas avoir plus d'argent à mettre en bourse. C'est tout. Mais j'étais très zen. C'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui fait beaucoup... ce qui cultive aussi le mystère un peu de la bourse, c'est un peu la peur de perdre de l'argent, la peur du risque. En France, c'est très ancré, la peur de prendre du risque. Et en fait, il y a quand même ce sujet des émotions, de cette psychologie de l'investisseur. La plupart du temps, les gens perdent de l'argent en bourse à cause de ça. À cause de leur psychologie, à cause du fait de ne pas avoir une stratégie claire, à cause du fait de peut-être pas avoir d'épargne de précaution, de ne pas avoir réfléchi une globalité, juste d'avoir suivi un moment, au moment où c'est peut-être le moins opportun. Il y a peu de personnes qui se bousculent au portillon pour investir lorsqu'on est en premier confinement Covid, j'imagine. Par contre, un peu plus quand les marchés sont très hauts et dont on entend parler. Mais moi, j'aimerais revenir du coup sur vraiment, tu as basculé de trader à investisseur. On capte là ta philosophie d'investissement, l'immobilier pour, on va dire, ton train de vie. Voilà, aujourd'hui. Le reste en bourse, tu as d'autres classes d'actifs ou c'est essentiellement immobilier C'est essentiellement ça. Honnêtement, le reste, c'est anecdotique. Je pourrais te dire que j'ai de la crypto, c'est anecdotique. Si je regarde le patrimoine, j'ai des forêts, par exemple. Je suis investi dans des groupements forestiers. Pareil, c'est anecdotique. Si je calcule en pourcentage, j'ai des SCPI, j'ai des trucs comme ça. Mais c'est anecdotique. C'est vraiment deux piliers, l'IMO locatif et la bourse. Et cette partie bourse, elle est vraiment divisée en une partie ETF,
Ok, donc gestion ETF large, passive, etc. Notamment parce qu'après j'ai plein d'enveloppes dans tous les sens, donc notamment pour mes assurances vie, c'est beaucoup d'ETF large. Et une partie, ce que tu disais, stock picking c'est avec des actions de qualité. Pour ne perdre personne, on va rentrer dans le sujet de la philosophie d'investissement. Comprendre qu'il y a 2 grands types de gestion pour investir en bourse. Le premier, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Ici, c'est assez simple. On veut tout simplement suivre la performance du marché. On va donc trouver des instruments financiers qui nous permettent de répliquer cette performance en suivant tout simplement l'indice qui le représente. Je veux suivre la performance du S&P 500, je veux suivre la performance du CAC 40. Je vais donc investir dans des instruments financiers qui me permettent de faire ça, ni plus ni moins. Et en face de ça, souvent opposé, mais on verra que c'est complémentaire, on a la gestion dite active, où là, on va faire des choix discrétionnaires sur un marché défini. On va choisir des actions particulières pour tenter de battre le marché et donc de surperformer son indice de référence. Pour animer ces types de gestion, on va avoir besoin d'instruments financiers. Les 3 grands types d'instruments financiers dans lesquels tu peux investir, et tu verras qu'on utilise ces termes tout au long de l'échange. On a d'abord le stock picking. Le stock picking, c'est le fait de sélectionner des actions en direct. Je vais acheter du LVMH, je vais acheter du Apple, je vais acheter n'importe quelle action dans le titre vif. Ok, ça, c'est le stock picking. On a ensuite les ETF. Tu as déjà entendu parler de ça. Exchange Traded Fund, fonds cotés en bourse, qui permettent principalement, même s'il existe des ETF à gestion active, la plupart du temps, quand on parle d'ETF, c'est pour des ETF dits passifs qui vont répliquer la performance d'un indice boursier. Et on a enfin les fonds gérés par des professionnels de la finance, des fonds actifs, qui sont des organismes de placement collectif en valeur mobilière, OPCVM, tu as déjà dû voir ce terme, qui, eux, sont à gestion active et vont, dans un univers d'investissement défini, tenter de battre le marché. On va voir comment Xavier utilise ces types de gestion. Est-ce qu'il est que actif? Est-ce qu'il est que passif? Il nous explique ça. Et donc, tu saurais répartir aujourd'hui entre stock picking, action de qualité dont on va parler, parce que j'ai vraiment envie de t'interroger là-dessus, et sur la partie ETF? Alors, pour faire simple, c'est à peu près moitié-moitié. Ok, voilà, à peu près moitié-moitié. Même aujourd'hui, quand tu as des fonds, tu continues à faire du moitié-moitié ou... Oui, je préfère quand même acheter des actions en direct. Ok. Et j'ai toujours plein d'idées en tête, trop. Donc j'essaie de maintenir ma liste d'actions qui doit être autour de 25, à peu près 25 actions directes, ce qui est beaucoup. Donc je suis toujours obligé de me maintenir, de me forcer à rabaisser ça. Donc j'ai tendance à plutôt acheter des actions en direct. Mais typiquement, quand je trouve les marchés élevés, un peu comme en ce moment, enfin en disant depuis un moment, parfois je me dis c'est plus simple d'investir en ETF, ça me pousse à investir. Ce que je ne veux pas faire, c'est garder de l'argent de côté en me disant ça va baisser, faire du market timing, etc. Donc si j'ai trop de doutes, c'est ETF. Parce que là aujourd'hui, on enregistre, je le dis parce que c'est important à chaque fois qu'on parle d'un moment et qu'on va avoir une interprétation sur le moment. Les marchés sont très hauts, on est mi-juillet, les marchés boursiers sont très hauts, la crypto est très haute, les taux d'intérêt augmentent, la masse monétaire augmente, voilà, tout est très haut. Donc pour l'investisseur particulier, ce biais, il existe. Le fait de dire, est-ce que c'est le bon moment? En fait, on trouve toujours 1000 raisons pour ne pas investir. Donc en voilà une supplémentaire. Les marchés financiers sont hauts, les indices sont quasiment à leur top. Quand aujourd'hui on veut investir en bourse, comment on se comporte par rapport à ça? Le problème de beaucoup de gens, et moi je suis passé par là pendant très 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 longtemps, c'est de voir des marchés boursiers qui ont beaucoup monté. Et on a tous, alors c'est pas vrai pour tout le monde, il y a ceux qui vont avoir un état d'esprit plutôt suiveur et qui vont se dire, sans se poser plus de questions que ça, et ils n'ont pas tort parfois, ça a monté en moyenne de X%, 7, 8, 10, peu importe, tu mets ton chiffre, donc ça va continuer à le faire. Et il y a beaucoup de gens, encore plus en France, il y a beaucoup de gens qui se disent, ça va redescendre en fait. C'est cyclique, donc si ça a monté, c'est que ça va retomber. Et je peux comprendre. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on n'investit pas dans de la pierre, c'est-à-dire un appartement. C'est ça aussi qui pose des problèmes aux Français, c'est que vu que l'IMO, c'est la classe d'actifs des Français, quand on achète aujourd'hui un appartement qui vaut le double d'il y a 5 ans, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était un peu le cas, on a beaucoup vu ça, on se dit, mais je l'achète trop cher, j'aurais pu acheter le même pour moitié prix. Et on applique ce raisonnement en bourse. Donc on se dit, mais mince, il y a
Nvidia, peu importe, ou le marché au global, le marché au global qui vaut 2 fois plus qu'il y a quelques temps. Mais si on regarde le détail de ces boîtes-là, les fondamentaux, les fondamentaux, si on regarde, je ne sais pas, Microsoft, Meta, peu importe les boîtes en question, et qu'on regarde ce qu'étaient ces boîtes-là il y a 5 ans, ce n'étaient pas du tout les mêmes boîtes. Pas du tout. Est-ce qu'elles peuvent devenir dans 5 ans? Est-ce qu'elles peuvent devenir? Donc, on achète peut-être beaucoup plus cher, mais si on regarde en arrière, ce n'est pas comme l'IMO. Ce n'est pas j'achète le même beaucoup plus cher. On achète des boîtes qui sont plus grosses, qui ont ouvert des magasins, pour certaines boîtes, qui ont ouvert des magasins ailleurs, qui ont de nouveaux clients, qui ont monté leur prix. Puis on vit quand même un ère aussi particulier où aujourd'hui, la disruption, l'innovation, les technologies vont à une vitesse dingue. Dans les années 2000, on commençait à avoir Internet. 25 ans après, on parle d'intelligence artificielle. Mais d'année en année, en fait, il y a des innovations de rupture qui arrivent. On a l'impression qu'elles n'ont jamais été là, alors que ça fait très longtemps qu'on entend parler comme beaucoup de sujets. Mais elles arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et finalement, avec ça, beaucoup de hype. Et aussi potentiellement beaucoup d'applications futures qui fait qu'on ne saura pas dans quel monde on sera dans 5-10 ans. Donc toi, est-ce que tu arrives à y voir clair dans tout ça? Non. Est-ce que tu as... alors là, où on sera du côté intelligence artificielle, tech, à quel point les méga entreprises d'aujourd'hui continueront à être les méga entreprises. Type Nvidia, à quel point elle peut continuer à accroître, etc. J'en ai aucune idée. Ça, c'est certain. Après, pour revenir sur la valo, parce que c'est ça, la valorisation, qui est vraiment le problème capital. Est-ce les entreprises sont valorisées cher aujourd'hui? Oui. La réponse est oui. Ce qu'on appelle valoriser, c'est à quel point 1 euro de bénéfice vaut cher en bourse. Si 1 euro de bénéfice, ça vaut 16-17, on est dans la moyenne. Ce qu'on appelle le PER. Le PER, exactement. S'il y a un indicateur incontournable, tu ne peux pas passer à côté, tu en entendras toujours parler, c'est ce fameux PER, Price Earning Ratio. Alors qu'est-ce que c'est? Le PER, c'est le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Il va être utilisé pour jauger assez rapidement le niveau de valorisation d'une entreprise, le comparer par rapport au marché, le comparer par rapport à ses pairs ou à ses concurrents, et de justifier un éventuel achat ou pas en considérant que l'entreprise est survalorisée ou sous-valorisée. Alors comment ça fonctionne? Très simple ici, on prend une entreprise X qui cote aujourd'hui son action à 100 et qui a un bénéfice de 5. 100 divisé par 5, 20. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un PER de 20, que l'entreprise se paye 20 fois ses bénéfices. Pour faire le parallèle avec l'immobilier, qu'on comprend mieux généralement, on prend ici le prix d'un bien à 100 000 euros, avec un loyer annuel de ce même bien à 5 000. Son PER à ce bien-là, c'est le prix du bien divisé par les loyers annuels. 100 000 divisé par 5 000 égale 20. Ça veut dire qu'il faut 20 années de loyer pour rembourser le bien. C'est la définition même du PER. Et si 1 euro de bénéfice vaut 22 comme en ce moment aux États-Unis, on est plutôt cher. On est plutôt cher par rapport à une moyenne. Par rapport à une moyenne, exactement. Et par rapport aussi à d'autres actifs. Parce que mine de rien, ça reste un taux de rendement. C'est-à-dire que là, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par 22. Et c'est comme ça qu'on réfléchit d'habitude. Un taux de rendement, c'est plutôt combien je gagne par an. Donc 7 euros de bénéfice, si j'investis 22 et j'ai 1 euro de bénéfice, c'est 1 sur 22. Donc les taux de rendement des entreprises paraissent faibles aujourd'hui parce qu'ils sont valorisés cher. C'est le même principe qu'un appartement qui va doubler quand on regarde son loyer. Qui donnera le même loyer, le rendement baissera. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que moi, ça ne m'arrête pas d'investir? En bourse, ce n'est pas surprenant à long terme de faire 100%. D'accord? C'est ça qu'il faut garder en tête. Un rendement de 100% sur 10 ans, c'est un peu plus de 7% de rendement, ce qui est le rendement moyen des actions sur les 30 dernières années. Et encore, même ces dernières années, on était plutôt à 8-9 aux États-Unis. Donc, même si on se dit que la bourse est surévaluée de 10, 20, 30%, le risque qu'on prend, c'est de rester à l'écart de ce marché qui peut rester surévalué pendant longtemps. Enfin, surévalué, c'est pas trop le terme, un peu cher pendant longtemps. On peut rester à l'écart pendant longtemps et suffisamment longtemps pour que ça nous coûte plus cher d'attendre, en fait. Et notamment, si pendant 10 ans, on attend que les marchés rebaissent,
Et à un moment qu'on arrive à choper une baisse de 20%, si ça se trouve, cette baisse de 20%, elle aura lieu dans 5 ans. Bien sûr. Et on va acheter encore plus cher qu'aujourd'hui. On ne sait pas. C'est le fameux adage « time in the market beats timing the market ». Point essentiel qui fait référence à la psychologie de l'investissement. La psychologie de l'investisseur et des investisseurs que nous sommes, c'est le market timing. Le market timing, c'est notre tendance à vouloir surperformer le marché ou en tout cas à vouloir rentrer au bon moment. Si les marchés sont hauts aujourd'hui, peut-être que tu dis c'est pas le bon moment, il fallait rentrer avant. Donc tu vas rester en dehors du marché. À l'inverse, si demain il y a une crise et que tout chute, rappelle-toi le Covid en 2020, tout chute, est-ce que là tu es prêt à rentrer sur les marchés parce que c'est une opportunité ou alors tu vis dans un climat de peur et que tu dis que c'est pas le bon moment, que ça peut descendre un petit peu plus bas. C'est ça le market timing et il y a un adage en finance qui dit time in the market beats timing the market. Mais au-delà de l'adage, il y a des études, et notamment une ici de JP Morgan qui nous donne des chiffres entre 2002 et 2022 pour un montant d'investissement de $10 000 investis sur le S&P 500. Donc, si je reste investi de 2002 à 2022, alors qu'entre 2002 et 2022, je vais quand même vivre des crises, il va y avoir la crise majeure de 2008, mais si je reste 100% investi, sans jamais avoir les mains fébriles, sans jamais sortir, je reste 100% du temps investi, mes 10 000 euros seront devenus au bout de 20 ans quasiment 65 000 dollars. En revanche, si j'ai raté les 10 meilleurs jours, je suis sorti, j'ai eu peur et je rate les 10 meilleurs jours, ma performance est divisée par 2. Je n'ai plus que 29 708 dollars. Et on voit que plus on est en dehors du marché, plus longtemps on est en dehors du marché, plus notre performance est catastrophique. En loupant seulement les 60 meilleurs jours sur 20 ans, on est en négatif, on perd de l'argent et on n'a que 4 205 dollars. C'est ce qui illustre parfaitement ce time in the market. Beats timing the market, traduction, vaut mieux rester investi dans le marché plutôt que tenter de timer, tenter de battre le marché et de rentrer au bon moment. Voilà, exactement. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je trouve, particulièrement quand les marchés sont hauts. Voilà, c'est vrai que là, ils sont hauts et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient avoir aujourd'hui une somme à placer, on pourrait dire une somme importante à placer, il y a un vrai sujet aussi sur la manière de se positionner. Je t'entends, je t'écoute, je dis ok, en fait, il faut que j'y aille, il faut que j'ai du time in the market, il faut que je sois dedans. Est-ce que je mets tout d'un coup ? Est-ce que, ce qu'on appelle le lump sum, il y a des études là-dessus, mais est-ce que je mets tout d'un coup parce que de toute façon j'ai mon horizon long terme et je crois que les marchés vont monter et que en fait j'ai pas de sujet de volatilité à court terme, ou est-ce que je rentre progressivement avec une approche un petit peu DCA ? Est-ce que toi tu as une philosophie là-dessus, même si je sais que les études ont... Voilà, mais justement, moi toujours, mais... Oui, mais les études tranchent et ça m'énerve quand les études tranchent. Parce que les études, la manière dont elles sont faites, c'est hyper simple. C'est qu'ils ont regardé dans le passé 100 fois, est-ce que ça valait mieux, est-ce que c'était plus intéressant de mettre cette somme d'un coup ou de l'étaler ? Et sur un an, je crois, c'est ça ? Admettons sur un an, il y a plein d'études, mais admettons sur un an, parce que je pense que c'est un univers... je veux dire, si on a une grosse somme et qu'on veut la placer, après on va pas attendre 5 ans. 10 ans voilà. Donc, comment marche l'étude ? L'étude va dire, oui, vous auriez perdu beaucoup si vous aviez tout mis au pic de 2008 ou 2000, etc. Mais dans, je ne sais plus les chiffres, mais dans la majorité des cas, disons 60%, ça vaut plus le coup de tout mettre d'un coup. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas faire une moyenne. Moi, je serais un de ces portefeuilles. Et certains de ces portefeuilles-là perdent beaucoup. Tu vois, on n'est pas un statistique. Moi, si je mets une grosse partie de mon patrimoine, parce que là, quand on parle, est-ce qu'il faut étaler ou mettre d'un coup, la question ne se pose pas si c'est petit parmi son patrimoine. Je te prends 50 000 euros. Pour certaines personnes, 50 000 euros, c'est énorme. Ils vont vouloir mettre 50 000 euros en bourse. Pour eux, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils ont mis pour économiser ces 50 000 euros. Ça traîne sur un fonds euro d'une assurance vie. Ils se disent, je veux le mettre en bourse, je ne sais pas. Pour eux, la décision, elle est importante. Pour quelqu'un qui a un gros patrimoine, qui touche à un moment 50 000 euros parce qu'il a vendu un truc, il peut le mettre, honnêtement, en général, il ne va pas se mettre, il va le mettre d'un coup. Tu le mets en relation, en fait, à un patrimoine. C'est par rapport à son patrimoine. Et pour moi, c'est très psychologique. Et on n'est pas... C'est pour ça que les études là-dessus, elles sont pas bonnes, elles sont juste statistiquement. Mais on n'est pas... Je veux dire, si tu prends les 100 personnes, les 100 cas, et que tu as 2 cas où tu perds 40% dans les 2 prochains mois, tu dis, mais moi, je ne veux pas être ça, en fait. Même si c'est 2% de chance, tu n'as pas envie de vivre ça. Moi, moi, je n'aurai pas la moyenne. C'est ça le problème. Donc, moi, ce que je
recommande, recommandation, c'est pas un conseil d'un investissement, mais en tout cas, moi, ce que je fais, on va dire, c'est plus simple. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tout de suite de l'argent dans le marché. Je mets tout de suite de l'argent, une somme entre 20 et 50%. Okay. Pourquoi ? Parce que quand est-ce qu'on a un max d'émotions au travail ? Parce que c'est ça qu'on veut éviter au final. On a un max d'émotions si on n'est pas du tout dans le marché, et à la moindre hausse, on se dit j'ai raté. Et en général, on a ce fameux FOMO qui arrive, la peur de rater le train, et on va acheter au plus haut. Donc déjà, en mettant une partie là-dedans, je casse ça. C'est-à-dire que si j'ai mis par exemple 40% et que les marchés montent, je me dis j'ai été malin. J'ai pas attendu. J'ai quand même mis une partie directe. J'ai timé le marché. Voilà, j'ai pas mis un 12e pendant un an. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Donc moi, je dirais entre 20 et 50% en fonction de ce qu'on estime être les niveaux de marché, voilà. Et après, le reste, j'étalerai sur, et là c'est toujours à voir, entre 3 mois et 12 mois. Mais ce que je ne ferai pas, c'est vraiment un 12e pendant un an. Et ce que je ne ferai pas non plus, c'est attendre une baisse du marché. Parce que ces deux extrêmes, ils vont c'est toujours, je trouve que c'est dans la psychologie de l'investissement, c'est toujours un petit peu dans la nuance en fait. C'est exactement. déjà de le nuancer par rapport à nous, par rapport à notre profil, apprendre à se connaître et de comprendre qu'en investissement, il y a aussi ces biais psychologiques qui sont extrêmement importants, quoi. Donc je suis plus du partisan aussi de faire un peu de lump sum, de mettre un peu d'un coup et ensuite de faire sur 12 mois en général. De manière aussi à se dire, on ne sait jamais si ça chute pendant les 12 mois, on peut aussi profiter de l'opportunité et on a un peu de cash de côté. Avant de rentrer un petit peu dans ce stock picking d'investissement, d'actions quality, parce que j'ai pas mal de questions à te poser là-dessus, un dernier mot sur la gestion indicielle, les ETF. Toi, tu achètes quoi comme ETF ? Est-ce que tu es plutôt américain S&P 500, plutôt global MSCI World, ou est-ce que tu te composes une petite allocation d'actifs d'ETF ? Alors déjà, pour moi, ETF, je distingue vraiment deux types d'ETF. Les ETF larges, c'est ceux dont tu parles, qui suivent des zones géographiques très larges, et les autres. Les autres, c'est un petit pays spécifique. Je sais pas, un ETF Turquie, tu vois. Et puis du sectoriel, ou du sectoriel, ou du thématique. Okay. C'est autre chose. Et on se rapproche d'ailleurs du stock picking. Il y a un vrai choix qui est fait. Quelqu'un qui se dit je vais mettre un ETF Inde en portefeuille, c'est du country picking si tu veux, mais à la fin, tu as quand même une vraie décision d'investissement. Donc moi, c'est indice large et j'ai un peu des deux. Quand je ne veux pas m'embêter, par exemple, j'ai ouvert une assurance vie pour ma fille, ETF Monde. Voilà, c'est simple, c'est standard, c'est parfait. De mon côté, j'ai tendance à être plutôt convaincu par le marché américain historiquement. Voilà. Quand on va aux États-Unis, on voit que... Et surtout en opposition à l'Europe, en fait, c'est ça. Quand je vois les normes européennes, quand je vois l'aspect politique, l'économie, la réglementation, l'entrepreneuriat, les coûts de retard qu'on a, les dépenses d'investissement qui sont complètement différentes. C'est tout un ensemble. Voilà, donc c'est sûr que quand je compare Europe-États-Unis, je vois que le terreau est plus fertile là-bas. Mais donc j'ai tendance à faire du S&P 500 pour être exposé aux États-Unis, du stock 600 pour être exposé en Europe et de l'émergent. Mais c'est sûr que mon stock picking, par exemple, va être naturellement orienté États-Unis. Je dis naturellement parce que quand on fait du stock picking, il y a deux approches. Il y a une approche qu'on appelle bottom-up, donc on va chercher les meilleures entreprises du monde. C'est ce que je fais. Et il y a une approche top-down où on se dit j'ai envie d'avoir tant de pourcents des États-Unis, tant de pourcents de pharma, etc. Et puis, tu as déjà ton allocation réfléchie, tu vas venir sélectionner les meilleurs clients à l'intérieur. Les deux grandes approches en investissement, c'est l'approche top-down et l'approche bottom-up. D'ailleurs, si tu as des fonds d'investissement en portefeuille gérés par des professionnels de la finance et dans les caractéristiques du fonds, c'est souvent mentionné en termes de stratégie. Est-ce qu'ils ont plutôt une approche top-down ou bottom-up ? C'est quoi la différence ? L'approche top-down, c'est une méthode qui est descendante. On va plutôt partir du contexte macroéconomique global. On étudie l'économie, on étudie les secteurs les plus prometteurs avant de choisir les entreprises. Ça met plus l'accent sur l'environnement économique et les grandes tendances qui se dessinent, qui sont dans cette approche-là le moteur de performance des actions.
L'approche bottom-up, celle qui est privilégiée par Xavier, elle se concentre avant tout sur l'analyse des entreprises indépendamment du contexte économique. On va se concentrer sur la qualité de l'entreprise, la qualité de sa gestion, sa croissance, et on va identifier des entreprises qui nous correspondent dans notre thèse et dans notre philosophie d'investissement que va nous partager Xavier, et en tout cas, il va nous partager la sienne. Donc ici, on se focalise beaucoup plus sur l'entreprise plutôt que sur son environnement économique. Exactement. Et moi, je ne fais pas du tout ça. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on se retrouve à avoir des boîtes dans l'automobile, ou se forcer à prendre des boîtes françaises ou européennes ou je ne sais pas. Qui ne sont pas nécessairement les meilleurs du monde. Exactement. Donc moi, je fais attention à ne pas trop avoir de boîtes dans le même secteur ou autre, mais je regarde donc les meilleures boîtes du monde. Donc, il se trouve qu'il y a des pays qui ressortent, notamment les États-Unis. Donc, sur cette partie stock picking, je suis bien exposé aux États-Unis. Mais quand je prends un peu de recul et je regarde mon exposition géographique, ETF ou pas, enfin tout compris, je suis à peu près entre 60 et 70% États-Unis, à peu près 30% Europe et à peu près 10% marché émergent. Ce qui revient, si on regarde un MSCI World, qui est pas loin des marchés boursiers aujourd'hui tels qu'ils sont capitalisés. Du moins. C'est ça. Donc sur cette partie stock picking, comment on fait ? Ça, c'est une vraie question de se dire, OK, aujourd'hui, je veux acheter les meilleures entreprises du monde. Il existe, je ne sais même pas combien de milliers d'entreprises cotées dans le monde. Comment on fait pour trouver plus de 50 000 sociétés cotées sur les différentes places boursières dans le monde. Comment on fait pour aller chercher les meilleures entreprises du monde ? C'est quoi la première étape ? C'est beaucoup de boulot. Ouais. Déjà, c'est beaucoup de travail. Par rapport à une gestion indicielle, c'est important de le dire. Gestion indicielle, j'achète un indice, c'est assez simple, on comprend dans quoi on investit, on comprend que c'est diversifié. C'est, j'ai envie de dire, un coup de clic. Là aussi, acheter une entreprise qui a du quality, c'est un coup de clic, mais il faut la trouver. Oui, exactement. Donc, déjà, moi, ce que je dirais, c'est pour se simplifier la vie, le premier truc à faire, c'est avoir une thèse d'investissement. Okay. Donc, se dire, moi, j'investis plutôt dans ce type d'entreprise. Par exemple, moi, j'investis dans des sociétés d'hypercroissance, plutôt dans les secteurs un tel. Parce que c'est quelqu'un qui veut s'orienter, je ne sais pas, sur l'aérospatial, et puis qui veut faire un x100 sur ce. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je cherche des entreprises décotées, principalement sur les marchés européens. On parle beaucoup du value investing. Value investing, et puis par exemple, marché européen, parce que c'est le marché que je connais le mieux. Donc c'est important de savoir, de mettre par écrit cette thèse d'investissement. Normalement, cette thèse d'investissement, si on la prend au sérieux, elle doit nous donner des critères. Moi, je pars du principe que quand on analyse une boîte, on doit tous avoir les mêmes critères, mais après, on les pondère différemment. Okay. Mais c'est une erreur pour moi d'être investisseur croissance et se dire, moi, je regarde surtout ça. Et puis, par exemple, ne pas regarder l'endettement ou la dilution. Voilà. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve parfois. Ou par exemple, value investing, donc les actions des côtés, se dire, je veux juste quelque chose de pas cher. Et on oublie certaines... Et de comprendre pourquoi elle est pas chère. Voilà, ça, en value, on est obligé de le faire, mais malgré tout, regarder d'autres choses. Là, quand on parle d'actions de qualité, peut-être revenir un petit peu en arrière, en fait, on parle de style d'investissement. Ouais. Cette notion de style, quand on en parle, historiquement, on parlait de deux styles. Ouais. Deux styles qui ressortent. C'est croissance, donc des boîtes qui portent bien leur nom, croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice. Pas nécessairement rentable, du coup. Pas nécessairement rentable. Et d'ailleurs, plus on va vers de l'hypercroissance, moins on a de rentabilité, plus on a des entreprises très jeunes, parce que c'est extrêmement dur de maintenir des taux de 30-40% de croissance annuelle pendant plus de 3-4 ans. Exceptionnel, c'est des boîtes exceptionnelles qui font ça, ou par exemple Nvidia, on ne se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait en termes de croissance. Donc en général, c'est croissance, et puis ces valeurs décotées. Donc on essaye de trouver des valeurs qui valent moins que... qui sont... Value investing valeur, voilà. Ou hypercroissance, c'est ça. Voilà. Historiquement, c'est un peu ça. Et c'était un peu choisissez votre camp. Moi, ces styles d'investissement, je trouve ça utile de le savoir parce que ça permet de sortir de la notion de secteur. Ouais. Parce qu'on sent bien que la notion de secteur, elle est très limitée. C'est-à-dire qu'on sent bien que Tesla et Renault, c'est pas la même chose. On sent bien que Intel et Nvidia, c'est pas la même chose. Et typiquement, on se retrouve avec du Tesla valeur de croissance, Renault valeur plutôt value, même chose Intel plutôt value, Nvidia plutôt croissance. Moi, je vois ça, je me permets de faire une analogie avec les voitures parce que je ne suis pas du tout fan de voitures. Hein, donc, c'est juste que je trouve que ça correspond pas mal. Si tu veux acheter une voiture, moi, je conseille de toujours regarder la même chose.
tu vas regarder la vitesse, la consommation, je sais pas, l'accélération, l'autonomie, que ce soit batterie ou hybride ou autre. Tu vas regarder la longueur, la largeur, combien de personnes, combien de passagers tu peux prendre, etc. Si la croissance, tu compares ça à une voiture hyper rapide, par exemple, ben, bien sûr que la vitesse, tu vas plus le pondérer, plus que l'autonomie, tu vois, par exemple. L'autonomie, tu en as un peu rien à faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le regarder. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et donc, je dirais, sur croissance, tu vas regarder des Ferrari, des Formule 1, des voitures de rallye, mais on voit déjà qu'il y a différentes valeurs de croissance, tu vois, as différents types. Et puis, de l'autre côté, value, ça va être, je vais sur un site d'annonce et je vais chercher des voitures qui sont moins chères que ce qu'elles valent vraiment, ce que j'estime qu'elles valent. Exactement. En fait, je dis croissance, c'est les voitures les plus rapides, mais en bourse, c'est plutôt celles qui sont le plus à la mode, on va dire. Ouais. Et c'est là où on voit qu'une boîte va rarement être value et puis une super que tout le monde adore. Tu auras moins de chances de trouver une Ferrari qui est sortie dans les 2 ans et qui va coter en dessous de son prix. Ouais. Tu vois, c'est pas là où tu vas trouver des aubaines. Donc en général, quand tu fais du value, tu vas trouver des boîtes qui sont un peu pourries, mais elles sont tellement considérées pourries par les gens qu'en fait, elles sont vendues à la casse et elles valent beaucoup plus en vrai. Et le style qualité, c'est un style qui est moins instinctif que les 2 autres. La croissance, on voit bien. Le côté acheter moins cher, on voit bien aussi. Une boîte de qualité, c'est une boîte qui est rentable. D'accord ? On cherche une très bonne rentabilité et on cherche que cette rentabilité, elle soit durable, que ça dure le plus longtemps dans le temps pour que, c'est le but, la boîte prenne cette rentabilité et la réinvestisse avec une super rentabilité. Une boîte qui arrive à produire une rentabilité de 25%, et qui, ces 25% chaque année, les remet à travailler à 25%, et encore à 25%. Composition des intérêts. Voilà, composition des intérêts, etc. C'est pour ça qu'on parle souvent de compounders, de boîtes qui font en interne ces fameux intérêts composés. Pour reprendre l'analogie des voitures, on ne veut pas la plus rapide, on ne veut pas un 4x4, qui serait peut-être une boîte défensive, tu vois. Moi, je veux un 4x4, je veux une boîte, je sais pas, Johnson & Johnson, je sais pas, une boîte qui résiste à tout. Non, on serait plutôt sur une berline allemande, tu vois, qui a à la fois de la vitesse, mais qui est fiable. Voilà. On veut pas la panne au prochain kilomètre, on veut pas, voilà. Donc, moi, je vois ça comme la berline. Ça correspond pas à tout le monde, mais quelqu'un qui sait pas du tout dans quel style aller, c'est quand même mieux que d'acheter une Ferrari qui va vite poser problème pour acheter le pain, tu vois, et puis sur une boîte vraiment pourrie mais qui est donnée pas cher. Donc là, on est au niveau de, si je suis bien là, on est au niveau de la thèse d'investissement. Voilà, exactement. C'est déjà de se dire, voilà, il y a 3 grandes approches, historiquement 2, il y a 3 grandes approches, l'approche quality que tu présentes, l'approche value, l'approche grosse. Donc déjà, ça part de ça. Est-ce que il y a, en fonction d'un type d'investisseur, il y a plutôt un type de thèse d'investissement? Clairement. Parce que là, je pourrais me dire aujourd'hui, bon, je sais pas moi, entre value, entre grosse, entre quality. Beaucoup en font plusieurs. On peut faire les 3. Exactement. On peut faire tout ça. Mais comment je peux faire le lien avec qui je suis, en fait? Mais ça, c'est direct. Pour moi, c'est direct. On parlait tout à l'heure, mais d'un point de vue plus boursier, au sens large, tu vois, de ceux qui pensent que que les tendances ont tendance à se poursuivre, ou ceux qui pensent qu'il y a plutôt un retour à la moyenne. Okay. Et c'est ça le truc. Il y a des gens qui sont excités par le fait que, je sais pas, Lululemon ou On Holdings, tu sais, qui font les baskets, la boîte suisse qui fait des baskets très à la mode, etc., qui disent, wow, moi, c'est ça que je veux. Ou Nvidia, tu vois. Je veux la boîte qui cartonne en ce moment. Et tu leur feras pas acheter du Renault parce que Renault, c'est pas une boîte qui est en super forme, mais elle est vraiment donnée sur le marché. Et de l'autre côté, tu as des gens qui veulent acheter pas cher, qui veulent acheter avec une décote, et ils vont pas acheter une boîte qui cote très très cher et que tout le monde est en train d'acheter. Je trouve que en termes de la personnalité, justement, probablement trop souvent, nous fait choisir un de ces 2 styles. Oui. Et moi, je refuse, j'ai fait les 2 dans le passé, parce qu'à mon époque, j'ai démarré il y a longtemps, l'investissement avant 2000, et le value, c'était le style star. C'était le style qui battait, c'était Warren Buffett. Buffett, c'était Benjamin Graham avec son investisseur intelligent. Je me suis pris des claques, beaucoup de claques, et tu sais expliquer pourquoi? Parce que j'imagine que tu restais quand même assez fondamental, pragmatique dans l'approche, à suivre ce qui était recommandé. Et tu considères qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, cette approche-là? Oui, j'avais 2 principaux problèmes. Donc, il se trouve que déjà, ce style value ne marche pas très bien. Okay. Depuis un moment, maintenant, ça ne marche plus. Le jouet est cassé, quoi. Depuis les années 2000, le truc est cassé. Bon.
Et puis, j'analysais pas assez bien les boîtes. Okay. La plus grosse analyse, elle doit être faite quand on fait de la value. Pourquoi ? Parce que tout le marché nous dit que la boîte vaut 100. Ouais. Et nous, on pense qu'en fait, on a étudié et elle vaut 200. Nous, on pense qu'elle vaut 200. Voilà. Mais tout le marché, tous les analyses financières, elles se traitent à 100 sur le marché. Donc, acheteurs et vendeurs, ils ont dit que ça valait 100. Oui, très souvent, ça part aussi d'un principe que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le prix. Exactement. Et que c'est pas parce qu'on a fait 3 ratios financiers que la valorisation a l'air d'être X qu'en fait, elle est vraiment X, quoi. Elle est peut-être beaucoup moins que X parce qu'on n'a pas vu quelque chose. C'est ça. Et très souvent, on se rend compte que quand on achète une boîte 100 et on pense qu'elle vaut 200, 2 mois plus tard, elle vaut 90, mais on comprend que finalement, les résultats étaient moins bons qu'attendus. Donc, les résultats sont en chute libre, etc. Et c'est une approche qui peut te faire tomber dans ce qu'on appelle une value trap, donc un piège à la valeur, qui est que tu crois que c'est pas cher, mais en fait, c'était juste une boîte qui était pourrie. Ouais, voilà. Ouais. Et Orpea et les particuliers se font énormément avoir là-dessus. Les boîtes comme Orpea, comme Atos, etc., ça perd 50%, on se dit c'est pas cher. Sauf que je reprends l'analogie de l'immobilier ou peu importe, du supermarché, on n'achète pas la même chose quand on achète Atos à moins 50% qu'il y a 9 mois. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont tombées entre-temps. Les résultats se sont dégradés. Il y a un acheteur qui s'est retiré. Donc c'est là où la bourse est particulière. C'est le danger d'être trop concentré uniquement sur le prix et pas regarder en fait les fondamentaux ou l'actualité ou regarder tout ça. Donc c'est important de dire que investir en bourse, en stock picking, nécessite d'y passer du temps. Oui. Nécessite de s'interroger, nécessite de suivre, nécessite de comprendre. Oui, exactement. C'est un des intérêts. Et tu vas pouvoir nous le raconter. C'est à la fois un des intérêts. Mais effectivement, il faut... Presque, c'est un peu comme en immobilier, quand on veut tu le disais tout à l'heure, quand on veut de la rentabilité, il y a un moment, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il y a no free lunch, quoi. C'est à partir du moment où on veut de la rentabilité, peut-être faire mieux que le marché ou autre, il y a un moment, ça demande du travail. C'est vrai. Et là, on va arriver sur un premier avantage de la qualité par rapport aux deux autres. C'est que les deux autres nécessitent d'être réactifs. C'est-à-dire que la croissance, comme je disais, elle ne va pas se maintenir. Il y a un moment où la croissance, elle va ralentir. Ouais. Et en général, comme ces boîtes sont super valorisées, quand la croissance ralentit, ça fait très mal. Donc on surfe sur un truc et à un moment, voilà, c'est les chaises musicales. Je veux dire, à un moment, il va falloir sauter du train. Alors, il y a certaines fois, si on a énormément de chance et qu'on tombe sur une Apple, finalement, même si on ne saute pas du train, c'est bon. Mais je veux dire, on parle d'une exception. On parle de la plus grosse... une des top 3 entreprises du monde aujourd'hui. Donc, la probabilité que vous tombiez sur Nvidia, Apple ou Microsoft, elle est très rare. Elle est très faible. Ouais. Donc, dans la plupart des cas, cette phase de croissance, elle va ralentir. Donc, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Et pourquoi j'aime pas la croissance, moi ? Parce que ça demande de prévoir le futur. Et ça, je ne sais pas faire. Donc, je laisse ça à ceux qui pensent prévoir le futur. Il y en a beaucoup qui pensent pouvoir le faire. Mais... Très, voilà, ça, je leur laisse. Mais en tout cas, donc, il faut être un peu... il faut être sur le coup, il faut suivre. Et à l'autre bout, les valeurs décotées, là aussi, il faut suivre parce qu'on pense que c'est décoté. Mais déjà, il faut surveiller tout le temps que c'est bien décoté, que ce n'est pas une value trap dont on parlait. N'importe quelle nouvelle peut amener une diminution de la valeur intrinsèque qu'on a calculée 3 mois auparavant. Exactement, voilà, exactement. Notamment sur des boîtes comme on parlait d'Orpea, d'Atos qui sont en chute libre. Là, la valeur intrinsèque, elle bouge tous les mois. Et l'autre point, c'est qu'à un moment, il faut vendre dès qu'on se rapproche de cette valeur qu'on a calculée. Donc, ça demande de surveiller ces deux approches. L'approche qualité, c'est la berline allemande sur l'autoroute avec le régulateur de vitesse. On surveille. Parce que je vous ai dit qu'on cherchait de la rentabilité, mais on cherche surtout, en fait, de la rentabilité durable. Et c'est ça qu'on surveille, en fait. On surveille juste à 200 mètres qu'il n'y ait rien devant. Et par exemple, la croissance. Moi, je cherche de la croissance, mais je ne veux pas la plus grosse croissance possible. Ce n'est pas du tout mon but. Ce que je veux, c'est qu'elle soit stable et qu'elle soit prévisible. Ce qui est à peu près la même chose. Donc moi, je préfère largement 2% de croissance hyper stable à 4% de croissance cyclique. Ce qu'on appelle cyclique, c'est quand ça varie avec les résultats varient avec l'économie. Ouais. Donc la croissance, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la boîte est un avantage concurrentiel, un avantage compétitif, le fameux moat de Warren Buffett. Et en fait, ce moat, pourquoi il est là ? Il est juste pour nous assurer que la rentabilité tienne le plus longtemps possible. Et on regarde aussi les parties dette. Pourquoi ? Parce qu'on veut s'assurer que ça dure le plus longtemps possible. Au final, tout ce qu'on surveille en dehors de la rentabilité, c'est pour nous assurer que cette rentabilité, elle tienne. On surveille le management ? Oui, c'est pour s'assurer
que la rentabilité soit toujours là. C'est génial de trouver une rentabilité de 30%. On parlera, je pense, on détaillera cette notion de rentabilité. Une rentabilité de 30%, c'est génial, mais si elle dure 2 ans, ça n'a aucun intérêt. Je comprends bien. Et donc, justement, je reprends mes notes, parce que sur l'approche quality, ça y est, je suis convaincu. J'ai la sensation que l'approche quality telle que tu me la présentes, c'est l'approche qui convient à l'investisseur que je suis. Donc, j'ai coché la case, on va dire, de la thèse d'investissement. Voilà. C'est la thèse d'investissement que je veux pouvoir faire vivre dans mon portefeuille. Quelle est la prochaine étape ? Comment on les trouve ? Il en existe quand même pas mal de boîtes quality, j'imagine. Beaucoup. C'est quoi ? Est-ce que, quand tu disais justement celles qui sont grosses, c'est peut-être celles qui sont à la croissance, c'est peut-être celles qui sont un peu plus hype, dans la hype à la mode aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est celle-là qu'il faut que j'écoute ou pas ? Comment je commence à faire le tri, en fait, dans ces 50 000 sociétés cotées ? Elles sont pas il n'y a pas 50 000 de quality, mais comment je fais pour commencer à avoir un petit peu une shortlist d'entreprises à étudier ? Alors, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais là, on parle à quelqu'un qui part de zéro. Ouais. Moi, je dirais quand même de chercher parmi les leaders. Ok. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent déjà que ça se rapproche trop des ETF. Donc, certaines fois, ceux qui veulent avoir un portefeuille boursier, stock picking, ils ne veulent pas se retrouver avec les plus grosses entreprises du monde. Moi, j'ai parmi les plus grosses entreprises du monde en portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'une boîte qui a un avantage compétitif important, c'est-à-dire qui a réussi à virer les concurrents n'arrivent pas à rentrer. Pourtant, elle a une rentabilité élevée. À la fin, au bout d'un moment, elle se retrouve parmi les plus grosses boîtes du monde. Parce que cette rentabilité, aujourd'hui, si vous montez une boulangerie, vous allez avoir une certaine rentabilité. Je dis n'importe quoi, 10% par exemple, un retour sur capitaux propres. Peut-être dans une autre boîte, vous allez avoir 15, etc. Les plus grosses boîtes du monde ont des rentabilités démentes. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas plus attaquées ? Pourquoi elles sont 2-3 sur leur business, voire parfois uniques ? C'est parce qu'elles ont cet avantage concurrentiel qui empêche les gens d'aller manger la rentabilité. Si tu n'as pas de barrière à l'entrée, si dès demain tu peux créer une marque de voiture, et ça demande de l'argent, c'est vrai, de créer une nouvelle marque de voiture, mais ça arrive. On voit BYD, etc. Il y a même Tesla. Il y a des nouvelles marques de voitures qui arrivent. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup plus ? C'est que la rentabilité du secteur automobile était très faible. La rentabilité est plus élevée sur les véhicules électriques, donc il y a un peu d'arrivants. Mais au final, moi je dirais, donc pour revenir à mon point du début, chercher des leaders. Mais leader, ça ne veut pas forcément dire grosse boîte. Tu peux avoir des leaders dans des ascenseurs, tu peux avoir des leaders dans des logiciels très spécifiques. Il y a une boîte allemande qui fait des logiciels pour les architectes. Tu vois, tu peux avoir, et qui a un gros marché sur... Voilà, ça peut être les pharmaciens, peu importe. Mais vous êtes leader. Quand vous êtes vétérinaire, vous choisissez ces produits-là, ces machines-là. Je pense à IDEX, des choses comme ça, qui fait des machines pour les vétérinaires. Il y a très peu de concurrents. Mais si on sort de ces exceptions, moi, quelles sont les boîtes que j'ai en portefeuille depuis très longtemps, qui sont des boîtes de qualité, les noms ne vont pas te surprendre. C'est-à-dire, ça reste du Microsoft, ça reste du Visa, ça reste du Alphabet, même si ce n'est pas celle qui a performé le mieux. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, sur ces 3 noms, ou juste un seul ? Quel est l'avantage concurrentiel de Microsoft par rapport aux autres ? Ou quel est l'avantage concurrentiel de Visa par rapport... Bon, il y a peu d'acteurs, il y a Visa, Mastercard... oui, mais tu vois, c'est ça la question. C'est ça la question. C'est dans nos vies, combien de fois on utilise ces acteurs-là ? Est-ce qu'on le fait parce qu'on les aime ? Parfois oui. Est-ce qu'on le fait parce qu'on est obligé ? Là, ça commence à devenir intéressant. Et pourquoi on est obligé de le faire ? Pourquoi est-ce que ceux que j'aime, ce n'est pas ce que je préfère ? Parce qu'on peut tomber dans la mode. Je citais Lululemon là, qui fait ses pantalons de yoga, etc. Si c'est « Ah ouais, moi j'achète mes t-shirts de yoga Lululemon parce que tout le monde a ça à la salle », c'est pas la durabilité, on la sent pas. Microsoft, je vais pas te surprendre, la plupart des boîtes travaillent avec... c'est ce que j'aurais dit en premier, c'est qu'en fait, ils ont infiltré le milieu professionnel. Professionnel, licence... tu ne peux pas sortir, je veux dire, t'imagines une boîte qui commence à sortir à dire maintenant on passe tout sur Mac, je veux dire, voilà. Après les Excel, les Access, les PowerPoint, etc. Donc la suite Office, donc il y a Windows, il y a la suite Office. Et pire que ça, évidemment, l'arrivée du cloud. Donc les entreprises stockent plus sur leurs propres serveurs, mais sur les serveurs de Microsoft ou Amazon ou d'autres. Mais fait que
tu ne peux plus bouger en fait. Ouais, même si tu veux, même moi à mon petit niveau, mon cloud, j'utilise Apple, iCloud, alors que j'utilise PC et Mac. Hein. J'ai tellement de data dessus que si un jour je veux changer, c'est un cauchemar. Je ne sais même pas comment je vais faire toutes mes vidéos, des photos, des données, etc. C'est hyper complexe. Donc Microsoft, c'est facile. On se rend compte que les gens sont comme ça. Visa, autre exemple magnifique. Visa, c'est un réseau. C'est fou. Ils font pas de carte. C'est pas Visa qui émet ta carte bancaire, hein, c'est la banque qui le fait. Si tu as des frais de crédit, nous on a surtout des cartes de débit en Europe, mais aux États-Unis c'est des cartes de crédit. Donc eux ils ont tendance à toujours surconsommer et avoir des gros intérêts à la fin. C'est toujours la banque qui prend les intérêts. C'est pas eux qui vendent les machines, tu sais, où tu mets ta carte pour payer. C'est pas eux qui vendent. Eux, tout ce qu'ils ont, c'est le réseau. Donc ce qu'il y a d'incroyable avec Visa, c'est qu'ils ont réussi à convaincre toutes les banques de la planète. Ils ont réussi à convaincre tous les commerçants de la planète. Et ils ont réussi à convaincre les gens, c'est-à-dire les particuliers, que si on te file une carte Visa, c'est bien. Si demain on te dit, il y a un concurrent à Visa, c'est machin, tu vas t'inquiéter. Tu vas t'inquiéter pour des raisons de sécurité. Tu vas dire, est-ce que ça va être accepté par tous les commerçants, etc. Et du côté des commerçants, c'est pareil. Si on leur dit, mais un exemple tout bête, il faut payer maintenant, est-ce que vous voulez autoriser le Bitcoin ? Mais qui va me payer en Bitcoin ? Il y a 1% des gens, etc. Donc non, je vais rester avec mon Visa Mastercard, etc. Donc ça, c'est un type d'avantage compétitif qui empêche, c'est même pas une question d'argent, c'est que c'est là et c'est indémodable. Parce que cet avantage compétitif, on ne le lit pas dans le rapport financier. Pire que ça, si tu lis le rapport financier de Visa, il y a toujours dans les rapports financiers une section sur les risques. Et tu lis la section, alors ils sont obligés de te parler du risque antitrust, parce que c'est un risque qu'ils ont aujourd'hui, ils ont des procès en cours, ils ont toujours des procès en cours. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a un bon avantage compétitif a quasiment toujours des procès antitrust en cours. Donc c'est presque bon signe. Un bon indicateur en fait. moi je dis souvent, il y a, je ne sais plus qui c'était, qui disait il faut avoir sa Rolex à Séguéla, Jacques Séguéla qui disait si tu n'as pas ta Rolex à 40 ans ou 50 ans, je ne sais plus. T'as raté ta vie. Moi, c'est, voilà, si tu n'as pas de procès antitrust en boîte de qualité, c'est que tu n'as pas un mot assez fort. Donc il faut suivre les audiences au Sénat américain pour... Voilà, exactement. C'est plutôt bon. Et pour revenir au rapport annuel, quand tu lis dans la section des risques, ils te mettent comme un des risques la compétition, on peut ne pas rester au top de du game, il y a des nouveaux entrants, et ils vont te mettre des tartines là-dessus. La réalité, c'est que c'est des boîtes qui savent, et c'est ça quand je dis surveiller, tu vois, je reprends l'analogie, on est sur l'autoroute, on surveille à 200 mètres. Moi, là où j'ai eu peur sur Visa, une boîte que j'adore, vraiment, une boîte c'est un rouleau compresseur, cette boîte-là, qui est chère, je le précise, pour que ce soit surtout pas on va y parler sur la valorisation après. Ouais, c'est une boîte qui est chère, mais que je garde parce que j'ai depuis très longtemps en portefeuille. Ce qui n'est pas une bonne raison, mais bon, voilà, j'ai la flemme et j'adore cette boîte à long terme. Donc voilà, on est toujours sur le 10-20% de la valorisation par rapport à ce que j'attends de cette boîte à long terme. J'ai pas envie de m'embêter à la revendre. Aujourd'hui, tu ne serais pas investi, probablement que tu ne te positionnerais pas sur Visa ? Peut-être pas cette taille-là. Je serais dedans pour mettre un doigt dedans, mais j'attendrai de meilleures opportunités. Trop cher, pas parce que jugé trop cher. Exactement. Et sur Visa, je ne sais plus exactement où j'en étais. Oui, sur cet avantage concurrentiel ou dans les rapports financiers, au contraire, ils ont plutôt tendance à nous basculer sur le risque. J'ai retrouvé mon point. Et à une époque, j'ai eu peur sur Visa. Quand est-ce que j'ai eu peur ? C'est quand on s'est retrouvé avec Apple Pay. Tu vois, on commence à payer de plein de manières par le téléphone, etc. Et c'est là où il faut surveiller que ces boîtes soient suffisamment agiles. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ou PayPal, par exemple, là, c'est l'autre exemple que je cherchais. Moi, quand PayPal est arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes coordonnées de ma carte Visa et je payais à travers PayPal parce que c'était plus simple sur certains sites, mais au final, j'ai pas mis mes coordonnées bancaires. Tu vois, c'est là où tu vois un avantage compétitif. Je me suis pas senti forcément. J'ai mis ma carte. Voilà. Et aujourd'hui, avec Apple Pay, j'ai mis ma carte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils ont permis ça, Apple, et ils reçoivent une rétrocession de la part de Visa. Donc, c'est malin. Tu vois, plutôt que de te battre de front avec tes compétiteurs, tu leur dis, venez, c'est génial votre idée d'Apple Pay. Et les gens si les gens mettent leur carte, on vous donnera un petit cashback, etc. Tout le monde est content. Et finalement, quand tu regardes une transaction par carte bancaire, elle coûte, je crois qu'on doit être peut-être à 1,5%, admettons qu'on soit à 1,5%. La part que Visa prend est minuscule. Et c'est pour ça qu'ils arrivent toujours à s'en sortir dans les procès antitrust, parce que quand on dit vous prenez énormément d'argent, ils vont dire oui, mais nous on prend 0,15 ou 0,2% de la totalité. Regardez du côté de la banque,
regardez du côté enfin tu vois, et en fait on se rend compte qu'ils sont assez intelligents pour prendre un montant qui est très faible. Donc c'est pas eux à chaque fois qui se font taper sur les doigts. Enfin ils le font un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc, il y a, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant, il y a quand même après le sujet, parce que je peux voir plein de boîtes qualité, je peux imaginer l'avantage concurrentiel de chacune, parce que dès qu'on se pose une minute, on comprend tout de suite, oui, l'avantage concurrentiel de Visa, on le comprend, l'avantage concurrentiel de Microsoft, on le comprend. Maintenant, au sujet de la valorisation, tu regardes ça, j'imagine quand même de la valorisation d'aujourd'hui pour investir, ou tu as un tel horizon long terme et une telle confiance dans la croissance des bénéfices et de la rentabilité, ou dans le maintien de la rentabilité, qui fait qu'au final, tu ne regardes pas trop la valorisation. Je regarde toujours. C'est ce qui m'a évité de grosses gamelles. Et ça, c'est d'avoir été tout jeune, influencé par le value investing, fait que j'ai toujours regardé la valorisation. Après, j'allais dire l'erreur, c'est pas vrai, mais le défaut du value investing, c'est de regarder que la valorisation. Et le problème de ça, c'est que tu vas mettre de côté plein de boîtes qui sont vraiment de super qualité. Donc moi, dans mon process d'investissement, je regarde le business model en premier, comment fonctionne l'entreprise. Je vais regarder ensuite la partie croissance. Est-ce qu'elle fait partie d'une méga tendance ou non? Et surtout dans cette croissance, c'est là où on voit la notion de stabilité. Est-ce que c'est des abonnements? Est-ce que c'est comme Microsoft, comme Visa? Voilà, à quel point c'est du récurrent, à quel point c'est du non-cyclique. La croissance, c'est toujours... comment analyser la croissance? Parce que est-ce que c'est pas d'essayer de tirer l'avenir en fait, d'essayer de... On est d'accord, mais c'est pour ça que déjà, en regardant la croissance passée, si tu regardes une croissance sur 10 ans, tu regardes le chiffre d'affaires, tu vois tout de suite si c'est comme ça, enfin on va dire, ou si c'est rarement comme ça sur 10 ans. Sur 10 ans, ça va être... tu auras un creux à un moment. Tu auras un creux. Je sais pas, 2016, 2017, 2018, tu vas avoir un creux et ça repart. Et tu regardes, je sais pas, même en enlevant l'effet Covid, en général c'est ce que je fais, je corrige toujours l'effet Covid, mais en enlevant l'effet Covid, tu vas voir ça sur pas mal de boîtes, où tu vas voir quand même un moment un creux, ou même une hausse. Des boîtes comme Visa ou comme Microsoft, tu vas voir une stabilité dans la croissance. Donc déjà sur le passé. Après, on peut regarder la croissance future, mais c'est là où tu peux te dire à quel point cette croissance est récurrente. Mais sur Visa et Microsoft, tu le sens, tu vois, comparé à une boîte qui vend des baskets. C'est quand même beaucoup plus facile à faire. Plus ils vendent des services en plus. Oui, puis ça semble être scalable aussi, sur ce genre d'activité. Donc moi, quand je regarde la croissance, c'est croissance passée. Est-ce qu'elle est cyclique? Et je jette un coup d'œil sur les prévisions des analystes. Mais comme ça, juste au cas où, parce qu'en général, quand c'est des croissances de 8%, par exemple, par an, depuis 10 ans, si les analystes, tout d'un coup, ils prévoient une baisse l'année prochaine, je vais creuser. Donc, croissance. Ensuite, la partie rentabilité. Je dis ça avant d'arriver à la valo. Pourquoi? Parce que la valo, ça doit venir en dernier. Donc, ensuite, la rentabilité. Rentabilité, on pourra creuser un peu, mais moi, je regarde surtout le retour sur capitaux propres, donc return on equity. Après, c'est toujours pareil. Je regarde le passé, je regarde à quel point ça bouge, etc. Ensuite, la partie endettement. Endettement, c'est-à-dire endettement les dettes, évidemment, mais aussi la dilution des actionnaires. Parce qu'en général, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit on s'endette, on émet des obligations, on prend des crédits bancaires. Soit il y a des augmentations de capital. Des augmentations de capital, ou, et c'est le même principe, mais on paye il y a des SBC, Share-Based Compensation, on paye nos salariés ou nos dirigeants à coût d'action. Ça, c'est juste pour vérifier qu'on est dans des niveaux acceptables. Après, il y a toute une partie qualitative, le management, etc. Et puis évidemment le moat. Et à la fin, moi, mon but, c'est de me dire, est-ce que c'est une boîte de qualité? Voilà. Si la réponse est oui, alors je regarde la valorisation. Si la réponse est non, c'est trop endetté. Je ne vais pas regarder la valorisation. Ça pourrait presque me piéger, parce que je vais me retrouver à me dire, ouais, mais c'est pas cher ce machin-là. Tu vois donc parce que là, tu rebasculerais peut-être en value investing. Et là, en fait, toi, tu vas acheter une boîte de qualité. Si elle est de qualité, tu regardes la valo. Si elle est trop chère, peut-être que tu ne positionnes pas, tu la mets dans la watchlist et tu attends de voir s'il y a des irrégularités de marché qui font qu'à un moment, exactement, elle sera plus un moment où les gens perdent la confiance, le management a fait une boulette, donc comme sur Meta à une époque, quand Zuckerberg est allé du côté du métaverse au point de changer le nom de Facebook en Meta, et puis là, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais si elle était dans notre liste de suivi, on se dit, là, elle n'est pas chère. Est-ce qu'elle n'est pas chère parce que c'est mérité ou est-ce qu'elle n'est pas chère voilà. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui étaient très chères auparavant. On a LVMH, on a Novo Nordisk, pour parler des deux plus grosses boîtes, historiquement les deux plus grosses boîtes européennes.
qui ont beaucoup de gens souffert ces derniers mois. Qui ont énormément souffert. Les deux ont perdu quasiment 50%. Donc, typiquement, des gens qui trouvaient LVMH ou Novo Nordisk trop cher il y a 1 an ou 2 et qui avaient mis ça sur leur watchlist. Moi, il se trouve que je les ai en portefeuille. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis pris en grande partie la baisse. Pas totalement sur Novo, parce que Novo, j'étais sorti en grande partie avant. Donc, voilà, pour d'autres raisons. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui a ça en portefeuille, qui n'a pas ça en portefeuille mais en watchlist parce qu'il les trouvait trop cher, il regarde aujourd'hui et se dit LVMH c'est pas cher aujourd'hui. Le PER a fondu énormément, donc c'est pas cher en termes de valorisation. Pourquoi? Et c'est là où il faut trouver la raison. Alors le marché chinois il est pas reparti, il y a toujours les spiritueux aux États-Unis qui sont blablabla, on regarde les raisons, puis on se dit bon, j'y vais pas. Mais on a une opportunité de rentrer pour moins cher. Ok, intéressant. Et donc, combien ça te prend, toi, tu saurais dire sur un dossier, combien ça te prend de faire tout ce process-là jusqu'à arriver à la valorisation là? Combien de temps ça prend? Oui, je peux te dire à peu près. Mais on va voir qu'on va aller de 15 minutes à 5 ans. Qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes 15 minutes, ce que je peux faire, c'est dire non. Et ça peut paraître accessoire, mais il y a 55 000 ou 58 000 boîtes dans le monde. Bon, bref. Avec mes critères, des critères quantitatifs pour le coup qui ne demandent pas trop de travail, même pas du tout, je peux dire non à la plupart de ces boîtes. Moi, mon univers d'investissement, c'est 200 titres peut-être. Maxi 200 titres. Parce que tu t'es fixé un cadre de sélection selon des critères. Tu utilises des screeners pour... Avant, j'utilisais, mais maintenant, c'est plutôt... Il y a beaucoup de gens qui me présentent des boîtes. Okay. Je parlais de On Holding, ça fait plusieurs fois qu'on me dit « Ah, t'as vu On Holdings, etc. » Donc moi, je regarde. Quel est le rendement sur capitaux propres? Si c'est en dessous de, par exemple, 10 ou 15%, je ne vais pas regarder. L'endettement, tu vois, j'ai des chiffres donc comme ça. Donc, tu as quand même un petit cadre de sélection, de grands indicateurs qui permettent de dire tout de suite non rapidement. Déjà, rien que la taille. Moi, si on me présente une boîte à 100 millions, à moins de 500 millions de capitalisation boursière, et ça peut surprendre l'audience, mais... c'est petit, en dessous d'1 milliard, c'est petit, et même parfois au-dessus d'1 milliard, ça reste des boîtes qui ne sont pas monstrueuses comparées dans le monde boursier d'aujourd'hui. Donc moi, tu prends ça, tu prends l'endettement, la croissance, etc. Je vais virer la plupart des boîtes. La plupart des boîtes sont cycliques. Elles vont avoir une forme de cyclicité, elles vont avoir des marges, hyper important pour moi les marges, parce que pour moi, c'est un très bon indice chiffré de l'avantage compétitif, parce que si tu arrives à mettre des marges de 50%, c'est que tu n'as pas de concurrent, pour être clair. Ou alors tu t'es plus ou moins arrangé, ou alors vous êtes 2-3. C'est un indicateur quantitatif qu'il y a un vrai avantage concurrentiel de pouvoir se positionner à ce niveau-là. Bien sûr. Je parlais de Renault, tu prends des boîtes comme Renault, Carrefour, etc. Je veux dire, ils ont des marges. Les gens pensent que Carrefour se gave parce que dans le monde politique, on dit, ils prennent des marges. C'est des marges qui sont ridicules. Donc, même chose sur les vendeurs de voitures de mass market. Tu vois, je parle de Renault et Exprès. Renault n'a pas les marges de Ferrari. Donc pour moi, les marges, ça va être un bon indicateur. Donc en 15 minutes, franchement, je regarde 4 chiffres. Tu peux dire non. ROE, croissance, dette, marge, et puis je ne sais pas si j'ai dit endettement, mais bon, en gros, avec ça, déjà, je vais dire non parce que je suis très exigeant. Parce que j'ai des boîtes comme Microsoft et Visa, quand tu regardes leurs chiffres, c'est dément. Les chiffres sont déments. Tous les chiffres sont déments. C'est fou. On parle de marge. Visa, c'est plus de 50% de marge, peut-être 55% de marge. Tu vois la croissance, ils ont, je sais plus, entre 7 et 9% de croissance hyper régulière depuis... par an, sur le chiffre d'affaires, sur les ventes. Tu vois, eux, ils sont... tu prends tous les trucs et tu dis, mais c'est fou. Donc ça t'aide aussi quand tu as des belles boîtes, ça t'aide à être... Après, tu es en général calmé par la valo quand tout est parfait. c'est comme... c'est le dernier, c'est le dernier truc. Tu as dit oui partout et après, c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai appris à laisser un peu couler la valorisation. C'est-à-dire que c'est dur de donner des chiffres, c'est très dur. Mais disons que moi, pendant longtemps, un PER de 30, c'était un peu un maximum. Et maintenant, j'ai des boîtes, parfois que j'ai dû acheter un petit peu plus cher, ou qui sont régulièrement au-dessus. Et Visa, Mastercard, elles sont restées longtemps avec des PER autour de 28. Je trouvais ça un poil élevé. Puis ça passe les 30, les 32, etc. Donc... Voilà, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais tant que ça reste des bulldozers qui marchent. Ce serait quand on regarde si on regarde que le PER du MSCI World, on voit qu'on est un top là. La dernière fois, je crois que c'était dans les années 2000 ou peut-être juste avant 2008. Donc c'est vrai que ça peut interroger, mais est-ce qu'il y a un moment où on va pas casser ce plafond de verre au final et basculer dans une ère où il n'y a peut-être pas d'autres alternatives quand on voit que tout a l'air d'être cher quand même l'immobilier.
malgré les taux d'intérêt qui ont chuté en 2022, qui sont augmentés en 2022, l'immobilier reste quand même cher. Est-ce qu'à un moment, en fait, on n'est pas dans un monde où tout devient cher ? Tu vois, l'immobilier, c'est un bon exemple. L'immobilier, c'est un bon exemple parce qu'il y a eu un changement de paradigme en immobilier. Et si tu me demandes d'où ça vient, c'est au niveau des durées d'emprunt des crédits. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque de mes parents, un crédit, ça se prenait sur 10 ans. 15 ans, c'était déjà du long terme. Et c'est ça, à un moment, donc les prix ont monté et les banques se sont adaptées et ont fait des crédits 20-25. 20-25 ans, ce qui a explosé la capacité d'achat. Et maintenant, c'est standard. Personne ne pense à revenir à un crédit sur 10 ans. C'est acté. Et les banques pourraient décider de mettre sur 30 ans des crédits mais demain. Potentiellement, exactement. Et que le crédit soit, que tu puisses être transmis à la génération suivante, par exemple, qui fait que finalement, parce que ce qui gênerait si on était sur 30 ans, c'est le côté moi, à mon âge, mais bon, bref, il y a transmettre et que tu transmets à la fois le patrimoine et la dette associée. Exactement, les banques seraient prêtes à aller plus loin. Donc, ça, je trouve ça assez... l'immobilier, je pense que ça a expliqué et qu'on ne redescendra pas sur des niveaux en termes de salaire. Parce que souvent, ceux qui disent, certaines fois, disent si on regarde il y a 40 ans, en termes de salaire, avant, pour se loger, ça comptait X années de salaire. Maintenant, c'est beaucoup plus. Et je ne pense pas qu'on revienne au nombre de salaires. Malheureusement, attention, je dis c'est pas une bonne chose. Je ne pense pas qu'on revienne au niveau d'avant parce que les banques ont poussé le truc. Quoi. Je comprends. En bourse, on dit toujours cette fois c'est différent, c'est la pire. C'est la phrase qui a fait perdre le plus d'argent. Donc, je pars du principe que cette fois-ci n'est pas différent et que les valorisations vont rebaisser. Mais j'ai un petit truc dans ma tête qui me dit que les gens investissent quand même beaucoup plus en bourse qu'avant. Et on le voit, nous, dans notre monde, on a des audiences de gens passionnés, etc. Moi, la génération de mes parents avait 0 en bourse. Et encore, mon grand-père avait des Air Liquide était total. Mais c'est le seul que je connais. Okay. Mais et je lui en ai jamais parlé. D'ailleurs, c'est triste, mais je suis devenu passionné après qu'il soit parti. Et donc, je trouve ça... peut-être que ça peut avoir un impact important d'avoir des Français, des Italiens, des Espagnols plutôt jeunes qui maintenant mettent une partie de leur épargne dans du SP500. C'était inimaginable avant. Donc les entreprises, c'est pas qu'elles sont meilleures, mais c'est qu'il y a plus de gens qui investissent dedans. Avant, c'était les Américains qui investissaient aux États-Unis. Et puis, notamment avec les ETF, ça rend tellement... Mais c'est pas que les ETF, c'est tout. C'est les courtiers. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est tout. Tout se structure de manière à rendre ça extrêmement accessible. Donc je me dis peut-être, tu vois, c'est un peu comme l'équivalent du crédit en IMO, peut-être que cette nouvelle masse d'argent, dans une offre qui est figée, parce qu'en bourse c'est ça, l'offre elle est figée. Il y a des entreprises, il n'y a quasiment pas d'introduction en bourse, il y a un nombre d'actions qui est défini, qui est là. Quand on appelle la bourse, c'est que c'est important de le dire, c'est un pouillème, les introductions en bourse chaque année, versus les échanges qu'il y a quotidiennement. Exactement. On est dans un monde un peu fermé, on dit beaucoup le Bitcoin. Un ballon rouge dans lequel on souffle. Mais un peu comme le Bitcoin, parce qu'on dit oui, le Bitcoin, il y a un nombre, et 21 millions, blablabla, ce qui est totalement vrai. Mais en bourse, c'est pas infini le nombre de boîtes qui se créent. Enfin, le nombre de boîtes actuelles est relativement figé. Donc, si la demande augmente et que l'offre est à peu près stable, voire même diminuer, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de très belles boîtes, des licornes qui ne veulent pas s'introduire en bourse. Donc, voilà, la bourse, c'est pas ce qu'il y a le plus. Elles peuvent se financer via le private equity. Donc, on peut se dire, oui, peut-être qu'on sera dans une nouvelle ère avec un PER au-dessus de 20 qui est considéré comme normal. Parce que cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Mais il ne faut pas partir de ce principe-là. Non, ça va rebaisser, on va se prendre des gamelles. Et J'aimerais te poser, pour finir et pour clôturer notre échange, je pourrais te parler de plein de choses encore pendant 1 heure, mais il y a bien un moment où il faut clôturer. Quels outils tu utilises, toi, au jour le jour, pour suivre les sociétés, pour suivre ton portefeuille ? Est-ce qu'il y a des outils particuliers que tu utilises ? Alors, pour enlever une petite frustration à ton honneur, je vais faire très rapidement. J'ai juste parlé de dire non en 15 minutes. Mais pour aller plus loin, parce que je pense que c'est important. En 15 minutes, on peut dire non. En 2-3 heures, et je vais répondre à ta question, lecture du rapport annuel. Donc ça, c'est sur les sites des entreprises, lecture annuelle, les résultats, etc. des derniers trimestres. Un rapport annuel qui peut faire des centaines de pages. Oui, c'est entre 100 et 600. Mais sur un rapport annuel à 600 pages, on peut virer facilement les 2 tiers.
Voilà, mais il faut avoir un peu l'intelligence artificielle pour t'aider dans la lecture. Oui. Si, c'est bien. Pour retrouver des trucs, c'est très bien. Et puis, donc ça, en 2-3 heures, je peux me faire une bonne idée. Plutôt oui, plutôt non. Après, c'est là où on passe à la durée. Je n'arrive pas à accélérer le fait de, quand j'ai une action en portefeuille depuis des années, que j'écoute le management, que je vois comment il réagit pendant les crises, c'est différent quand tu le vis en live que quand tu l'étudies a posteriori. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, si tu as vécu le Covid avec des boîtes en portefeuille, que tu vois cette compagnie qui n'est pas paniquée, voilà. Quand tu vois, je prends LVMH, quand tu entends Bernard Arnault, quand tout le monde est euphorique sur la valeur et que lui dit « calmez-vous, je n'arriverai pas à maintenir ce taux de croissance », tu vois qu'il y a quand même… Après, c'est le marché qui s'excite à la hausse, puis à la baisse, etc. Mais tu vois, la stabilité du management… Tu te forges ton opinion sur ton expérience. Après, exactement. Et ça prend des années. Ouais. Ça prend des années. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir la même taille sur une boîte que je viens d'étudier en 5-6 heures, par exemple, qu'une boîte que j'ai depuis des années. Et la boîte que j'ai depuis des années, elles sont forcément en top de mon portefeuille. Une nouvelle boîte, elle va être petite, elle va monter avec le temps. Donc, j'utilise les sites des entreprises où il y a la vraie info. Ouais. Après, il y a des agrégateurs de données. Des agrégateurs de données du type Zone Bourse, FinChat, qui vont, peut-être Investing, je ne sais pas, Yahoo Finance, qui vont te faciliter la tâche. Et c'est bien d'utiliser toujours le même, parce que quand tu cherches le PER, dette sur EBITDA, les différents ratios, tu sais où c'est, et ça peut être très rapide. Est-ce que tu saurais nous dire quelle est ta plus vieille position que tu as achetée il y a peut-être des années et que tu n'as jamais revendue? Ça doit probablement être Microsoft. Microsoft, ouais. Ok. Et tu saurais dire depuis combien de temps? Non, je ne sais pas. Parce que, et ça, je sais que j'adorerais dire j'ai acheté du Microsoft à tel moment, mais en fait, c'est tellement noyé. Acheté, revendu, parfois ressorti. Et puis après, c'est pour ça qu'il y a des sociétés que je parle de Visa, Microsoft, des sociétés que je n'ai pas envie de vendre. Aussi pour cette raison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça fait un paquet d'années, mais ça ne fait pas non plus 15 ans. Tu vois, parce que je suis rentré, ressorti, etc. J'ai eu des projets de vie comme tout le monde, donc j'ai vendu pour acheter quelque chose. Après, j'ai refait de l'épargne. Tu vois, donc il y a eu tout ça. Donc, en tout cas, Visa Microsoft, c'est clairement parmi mes plus anciennes. Et même si on ne fait pas de conseil en investissement, est-ce que tu as aujourd'hui des entreprises dans ta watchlist que tu regardes de très près, où tu attends éventuellement que la valorisation soit plus acceptable? Souvent, j'en ai déjà pris une petite position. Ouais. Donc, elles ne sont pas totalement en dehors. Donc, des boîtes du type dans la finance, mais S&P Global, MSCI, c'est des boîtes que j'ai en portefeuille. Je trouve un poil cher, mais que j'aime beaucoup. Parce que là, on est typiquement dans du mode. Tu vois, on parle des ETF. Et effectivement, tous les ETF qui sont investis dans l'indice MSCI Monde doivent verser une petite fee MSCI qui calcule les indices. Voilà. S&P Global calcule l'indice S&P 500 plus plein d'autres indices, plus fait de la notation de crédit. Ils sont donc, plus les investisseurs particuliers investissent en ETF, plus il y a potentiellement d'ETF et plus il y a potentiellement de croissance. Voilà. Donc ça fait partie des choses que je regarde. Une boîte comme Dinopolska qui fait des supermarchés en Pologne, j'aime beaucoup. Je l'ai eu en portefeuille en début d'année, mais j'ai pris 30% très vite, donc j'ai vite revendu. Parce que déjà, je la trouvais chère à l'achat, j'ai pris 20-30%, donc j'ai revendu en me disant je reviendrai plus tard. J'aimerais bien que cette boîte baisse. Ah oui, une magnifique boîte. Oui, c'est celle-ci que j'aurais dû dire. C'est Costco. Costco, okay. Le discounter américain qui se traite avec un PER de 60, c'est-à-dire un PER de boîte de tech qui est en train d'exploser, qui est pour moi pas justifié, mais la boîte est magnifique. Voilà. Constellation Software au Canada, pareil, boîte que j'adore, j'aimerais qu'elle soit moins chère. Mais le problème, c'est que c'est des boîtes qui sont de tellement belle qualité que tout le monde le sait et que... qu'elle s'échange à des prix élevés, donc à mettre dans sa watchlist. Voilà. Un grand merci Xavier, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. C'est ça, Xavier Delmas, c'est le plus simple. La newsletter et le club aussi, Bourseco. Voilà, Bourseco avec un K, ça c'est justement parce que c'est compliqué de faire des analyses qu'on produit. Donc la newsletter c'est le plus simple, c'est gratuit, sur bourseco avec un K.fr. Après le club c'est justement pour avoir accès à des analyses de boîtes de qualité et pouvoir s'entraider aussi, discuter, etc. Parce que c'est un travail qui est difficile et à faire tout seul dans son coin, c'est pas évident. Je suis client pour le coup et je trouve que c'est un super taf que vous faites là-dessus et que c'est très clair et en tout cas ça permet à chacun de se forger soi-même son opinion pour se développer un portefeuille d'actions quality. Un grand merci, Guillaume d'avoir été présent. Ciao. Ciao.